C'est provisoire, Maxime Nicole, ces dissensions avec Ingrid Levavasseur? J'ai pas forcément de dissension avec la personne, j'ai un désaccord profond avec la méthode employée pour fonder ce parti qui ira aux élections européennes. Dans le sens où quand on veut fonder un parti et quand on veut rester dans la logique de ce mouvement, c'est un mouvement qui n'a pas de chef et pas de leader. Et où on veut mettre en place un référendum d'initiative citoyenne toute matière sans limitation. On commence par faire ce qu'on demande. Quand on veut changer le système, on fait comme on voudrait que le système soit. Donc si on veut fonder une élection, une liste en vue d'aller à des élections européennes, on passe par un référendum, on demande l'avis du mouvement et je pense qu'il aurait été majoritairement contre. Nous justement on se bat contre ça, à Commercy notamment quand on a fait l'Assemblée des Assemblées. Nous, l'objectif, c'était de discuter et de voir ce qui était possible de faire ensemble. Après, la question, si les personnes avaient envie d'aller aux européennes, pourquoi pas, mais de quelle manière, sous quel contrôle? Et c'est toutes ces questions-là qu'il fallait se poser avant d'imposer une liste, en fait. Évidemment, derrière cette question circonstancielle, il y a une question plus stratégique, qui est celle, en dehors de la question de la méthode, de, comment est-ce qu'on participe politiquement? Comment on se structure? Quel est le but que se donne un mouvement? Et de ce point de vue-là, j'ai envie de dire, c'est des divisions, sans vouloir nier la spécificité de la situation, c'est des divisions qui sont en fait aussi vieilles que le mouvement social et aussi vieilles que l'histoire de la gauche. Alors je sais que la question de l'insertion des gilets jaunes dans la gauche n'est pas forcément partagée par tous, mais en tout cas, cette question-là, elle se pose à partir du moment où il y a un mouvement ouvrier et à partir du moment où apparaît, notamment en 1848, 1849, où apparaissent deux options stratégiques. Ceux et celles, oui, qui veulent, même si les femmes n'ont pas le droit de vote à ce moment-là, veulent passer par une stratégie des urnes, c'est ce qu'on va appeler les démocrates socialistes, c'est un peu les ancêtres de ce qui vont être les socialistes, les communistes, France Insoumise aujourd'hui, etc. Et puis d'autres qui vont s'appeler les socialistes purs, qui disent « nous, on ne veut pas participer à la politique, on veut travailler à notre émancipation par nous-mêmes », et c'est un peu les héritiers du syndicalisme révolutionnaire, de l'anarcho-syndicalisme, peut-être de l'anarchisme. Donc c'est des vieux débats. Le fait qu'ils soient vieux ne veut pas dire que là, ils ne sont pas intéressants dans la manière dont ils se posent. Mais en tout cas, on ne peut pas juste, à mon avis, balayer d'un revers de main cette initiative-là, qui s'ancre dans une manière d'interpréter les façons de se battre. Je ne qualifiais pas le mouvement Gilets jaunes de mouvement ouvrier. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des chefs d'entreprise, petites et moyennes entreprises comprises, qui ne veulent plus de ce système de représentation. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a voté, c'est fini. On n'a plus notre mot à dire. Et le problème, c'est que dans la période de 5 ans où on n'a plus notre mot à dire, il y en a des choses qui se passent, et pas que des bonnes. Et malheureusement, alors là, Emmanuel Macron se défaussera peut-être en disant que c'est la politique de 30 ans qui a amené à cette situation. En attendant, il ne fait rien qui pourrait aller dans le sens de la population, c'est-à-dire que quand on voit encore là l'augmentation du prix des produits alimentaires de première nécessité, c'est presque 9%. Quand on voit la fin des tarifs réglementés pour les énergies, quand on voit les réformes des retraites, quand on voit aussi les 120 000 postes, de fonctionnaires qui vont être enlevés, c'est complètement l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour éteindre le feu qui est en train de prendre dans le pays. Quand je dis le feu, c'est le feu de conscience. C'est les personnes commencent à s'émanciper au niveau de la conscience, et ça, il ne l'arrêtera pas. Qui est des leaders ou qui pensent qu'il y en est alors qu'il n'y en a pas. Il pourra très bien médiatiser Eric, moi ou peu importe quelle personne des semaines sur des plateaux télé à les démonter ouvertement. Et, il y a des gens partout sur le territoire qui n'ont absolument pas besoin ni de moi, ni d'Éric Drou, ni de Priscilla Lidowski pour continuer à faire ce qu'ils font. Et c'est très bien comme ça. Le mot politique, c'est devenu presque un gros mot. C'est ça. C'est-à-dire que la politique de métier, la politique professionnelle, la politique politicienne, tous les jolis mots qu'on peut mettre là-dessus, pour les gens maintenant, c'est associé au mensonge, à la trahison, aux belles paroles. Combien de personnes vous avez entendu dans votre entourage qui vous disent une fois qu'ils ont fini leur campagne, c'est fini, on les reverra dans 5 ans, on changera un pion par un autre et puis ce sera la même chose. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller travailler, de prier qu'on puisse finir de payer le prêt de la maison et remplir le frigo. C'est comme ça que ça se passe depuis des années. À part pour ceux qui sont très à l'aise avec leur salaire et puis qui ne sont pas touchés par ce que peut vivre quelqu'un qui ne s'en sort pas. Mais c'est très peu de la population au final. Et on le retrouve dans les chiffres. 26%, je crois, ont voté Macron. Entre 70 et 80% de la population est favorable au mouvement des Gilets jaunes. Voilà, je pense qu'un président rêverait de faire entre 70 et 80% aux élections.
Sauf que c'est jamais le cas. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le système de représentation aujourd'hui représente une minorité de la population et laisse les autres attendre tous les 5 ans de savoir ce qui va leur tomber sur la tête. Non, on ne fait pas de politique à Commercy, on n'en parle même pas de toute façon. Donc on commence tout, on fait tout, on vote tout, on commence tout par la base en fait. Dès qu'il y a une idée, on se réunit tous et on vote tous à main levée. Et c'est comme ça qu'on part sur tout ce qu'on fait en fait. Zéro politique. Mais c'est vrai qu'au sens, c'est de la politique, pas la politique auquel on l'entend, c'est de la politique vraiment, voilà, c'est ça. C'est de la politique vraiment au sens noble du terme, quoi. C'est puis la démocratie, quoi. C'est le peuple qui a le pouvoir. Nous, c'est dans notre lutte, c'est nous qui avons le pouvoir, quoi. Il n'y a pas de chef autoproclamé ou quoi que ce soit. Il y a des idées, forcément qu'il y a des gens qui sont à l'initiative de certaines idées ou voilà, qui sont plus à l'aise, mais après on rediscute tous ensemble et on est tous au même niveau et à partir de là on vote ce qu'on fait vraiment. Et ça c'est vraiment extraordinaire parce que la question du coup les gens ils se sentent réinvestis et ils ont envie de saisir de la politique au sens vraiment noble du terme, mais quand on prend en considération leurs paroles. Il y a quelque chose de commun dans cette manière de voir la politique, pas la mauvaise politique, la politique en tant que gestion, comme une série de problèmes à résoudre les uns après les autres. Et au fond, le faire par des experts ou le faire par des référendums, je ne dis pas que c'est la même chose, mais qu'il y a une idée commune qui est qu'au gros, la politique n'est pas l'espace d'un affrontement conscient, réflexif entre des projets qui sont différents et des projets qui peuvent s'appuyer sur, alors là, des bases de classe, des bases en tout cas de groupe qui sont différents. Et il me semble qu'il y a là, dans cette dépolitisation de la politique, que Macron, ou que pas juste Macron, que toute une série de personnes, dont Macron est le dernier représentant, ont imposé qu'il y a quelque chose qui peut amener vers une dépolitisation, mais là, pour le coup, une dépolitisation, pas en un sens qu'on peut juger démocratiquement désirable, une déconflictualisation, une sorte de remplacement. Ceci étant, voilà, c'est pas possible de revenir, c'est pas possible, il me semble en tout cas que c'est pas du tout le projet de qui que ce soit dans le mouvement des Gilets jaunes, de revenir à une vieille politique professionnalisée, avec ses vieux partis, avec ses vieux clivages. Donc tout le jeu, c'est de penser qu'est-ce que ça peut être une politique qui soit à la fois démocratique, déprofessionnalisée, mais qui n'abandonne pas cette idée du conflit partisan. On avait fait un premier appel en fait, à se constituer, nous modestement, parce que finalement, depuis le début du mouvement à Commercy, on a fonctionné comme ça. On avait fait une réunion publique dans un bar et puis on avait demandé aux gens ce qu'ils avaient envie de faire. On a voté, etc. Ça avait déjà commencé un peu comme ça. Et puis après, on est parti tous les soirs. On s'est dit, on fait une assemblée et puis on voit si on continue le mouvement parce que c'était une petite ville. On avait peur que ça s'essouffle assez rapidement. Et finalement, non. Et puis un soir, il y a eu une panne de micro parce que la parole était quand même assez accaparée. Et puis les gens ne l'avaient pas vraiment. Et un soir, on a eu une panne de micro. Et du coup, on s'est mis tous au même niveau, on s'est mis à discuter. Et c'est une panne de micro qui a donné l'Assemblée des Assemblées. C'est extraordinaire, en fait, l'histoire-là. Et voilà, tous les soirs, on a fait des assemblées. Donc, on est à plus de 50, là, aujourd'hui. Entre 30, 50, 60 personnes, ça dépend. Où vraiment, la parole est donnée à tout le monde. Et on vote tout ce qu'on fait. On a fait jusqu'au acheter un cahier, faire des porte-clés gilets jaunes à l'Assemblée des Assemblées, quoi. Et c'est vraiment un truc un peu fou qui s'est passé. Mais vraiment, très modestement, on a fait ça. Donc on avait fait un premier appel qui avait été largement relayé, puis un deuxième pour l'Assemblée des Assemblées. Et à la suite de ça, nous, on a demandé un travail aux groupes qui sont inscrits sur les revendications, à faire remonter des revendications, pour faire une mise en commun, les suites à donner au mouvement, les positions à avoir sur les inscriptions politiques, sur les élections, que ce soit européennes, municipales ou des choses comme ça. Et voilà, c'est 75 groupes qui sont venus de toute la France pour essayer de construire un mouvement démocratique et par la base pour avoir une meilleure légitimité. Puisque l'idée, c'est d'être inclusif un maximum, on s'appuie sur quelque chose qui est commun, mais c'est toujours la question de commun acquis. C'est-à-dire que, par exemple, ne pas poser la question du racisme, ça pose la question de quelle place il y a dans le mouvement Gilets jaunes pour les personnes dont l'injustice subit à tout premier titre et le racisme et les injustices raciales. Et qu'est-ce qu'il en est pour, pareil, les personnes qui sont victimes de l'homophobie, pour les personnes qui sont victimes du sexisme. C'est-à-dire que là, il y a quand même quelque chose qui est là depuis le début du mouvement. C'est vrai que
Vous pouvez inclure des skinheads, d'accord, mais est-ce que vous pouvez inclure des victimes du racisme à côté d'une personne qui va soutenir ces politiques racistes? Car il y a une question à se poser, c'est que pour augmenter une capacité de mobilisation d'un mouvement quel qu'il soit, on peut avoir une stratégie qui consiste à se demander qu'est-ce qui ne nous divise pas, ou une stratégie, ça ne veut pas dire qu'elles sont d'ailleurs incompatibles, de se demander avec qui on va construire un front commun. Et avec qui on va construire un front commun, à mon avis, ça suppose de dire aussi que ce qui peut-être pour nous n'est pas le problème principal, parce que le problème principal pour les Gilets jaunes qui se posent, c'est la question du pouvoir d'achat et c'est la question de l'encapacitation des citoyens, que les citoyens et les citoyennes reprennent du pouvoir, peut-être que d'autres personnes qui aussi sont mobilisées, c'est d'autres questions qui se posent. Et il me semble que juste ne pas se poser ces questions en disant au fond ça divise, ça empêche aussi la constitution d'un véritable front contre le gouvernement. Ce qui se passe à Commercy, c'est très bien. C'est le début de quelque chose de nouveau qu'il faut garder absolument, parce que c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et là, c'est vraiment démocratique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, c'est eux qui s'approprient la politique et au travers de cette politique, ils font de l'éducation populaire. C'est-à-dire que les gens, ils ont envie de savoir. Ils ont envie de savoir. Et quand on veut pas, comme le CICE, par bien exemple, sûr, qui est pas abordable chez tout le monde et qui aujourd'hui, alors peut-être que ces personnes n'arriveront pas à vous expliquer concrètement les formes, mais ils ont compris c'était quoi le principe des 20 milliards chaque année, qui est 40 pour cette année, et on en a parlé ensemble, et ils ont compris que voilà, ça n'investissait pas le travail vraiment, l'économie réelle, et que ça finançait des actionnaires ou des choses comme ça. Et c'est la question de l'éducation populaire, elle est centrale chez nous. Avec Saint-Nazaire qui était là, la personne qui tenait le micro, voilà, elle disait, ils ont fait aussi un appel à faire des maisons du peuple, pour qu'en fait les gens se rencontrent, puissent discuter. Et la question de l'éducation populaire se pose réellement, quoi. Et sans ça, en fait, même sans cette question-là, en fait, je pense que notre mouvement, nous, dans la manière dont on l'a pensé, il est perdu d'avance. Partis politiques qui n'ont pas réussi à le faire depuis 40 ans, c'est-à-dire se mettre avec tous des idées différentes autour d'une table et trouver ensemble les bons côtés qu'on a tous dans nos idées et dans nos façons de penser, et d'avancer tous ensemble. Les partis politiques n'ont jamais essayé de faire ça. C'est pas le but d'un parti politique. Sauf En Marche, qui nous dit, qui sont les seuls qui nous disent on va prendre à droite, on va prendre à gauche, on va prendre tout le monde. Il y a eu une incompréhension, en fait, je pense, quand Commercy disent on n'a pas parlé des sujets sensibles. Il y a des priorités. Ils sont au début de quelque chose. Ils parlent d'abord de ce qui importe dans la crise, c'est le pouvoir d'achat. En démocratie, moi, je suis parfaitement d'accord avec Maxime Nicole quand il dit la démocratie, c'est la gestion de la ville. Alors forcément qu'il y a des sujets qui vont être compliqués. On peut être tous les quatre autour de la table, discuter de choses et d'autres sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais il faut savoir le faire démocratiquement, c'est-à-dire que on met les points forts en avant, on enlève les points faibles, même s'ils sont là, on trouve le meilleur, on tire vers le haut, et c'est comme ça qu'on va avancer. Alors, je suis vraiment désolé d'entendre de votre bouche de dire que le but des partis politiques, c'est pas ça. Ou alors j'ai un problème, mais pour moi, si demain je dois m'engager en politique, encore une fois, parce que j'estime que la politique est l'otage de Jean Véreux, si je m'engage en politique, c'est pour vivre ce que Abraham Lincoln avait très justement dit, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et la politique ne doit être rien d'autre que le peuple. Et il n'y a pas besoin d'avoir des tas et des tas de partis politiques, sauf pour se battre pour le peuple. En fait, là, je pense qu'on est au cœur de la question, qu'en fait, il y a au moins deux conceptions, de grandes conceptions de la démocratie. Une selon laquelle il s'agit de se retrouver, de discuter, de faire apparaître des points d'accord et de prendre des décisions adéquates, on va dire une conception délibérative de la démocratie. Mais il y en a une autre, c'est une conception, on peut appeler conflictuelle, agonistique, où la question, oui, c'est pas de tous se retrouver et toutes se retrouver, et de toutes et tous se mettre d'accord d'un point de vue consensuel. C'est de construire un projet de transformation sociale, dans un sens ou dans un autre, et d'essayer de gagner une majorité en sachant qu'il ne s'agit pas de mettre tout le monde d'accord, il s'agit de battre des adversaires qui ont une autre conception. Il y a une tradition, disons, qui est un peu centrale dans la gauche, qui est le socialisme, qui dit que, non, à la base, il y a des éléments qui sont la lutte des classes, et que dans une situation où on a un système capitaliste, il y a nécessairement des intérêts qui vont être divergents, et que la manière d'organiser cette divergence et de gagner, c'est sûr que c'est pas de se mettre autour d'une table avec les capitalistes.
En fait, on appelle à la grève générale. Alors, ce qui est vrai, c'est parce qu'on a la question syndicale qui se pose là, du coup. Bien sûr que nous, on est pour une grève générale. Qu'est-ce que vous appelez la question syndicale? Alors, j'y viens. Du coup, on soutient déjà la grève et on veut une alliance avec les syndiqués et pas les syndicats. C'est-à-dire que, par exemple, non, mais il faut aussi que ces personnes-là se saisissent de cette question-là, puisqu'ils sont aussi impactés sur le droit du travail, sur la question sociale. La classe moyenne aussi paye énormément d'impôts en proportion de ce qu'ils gagnent, alors que les classes supérieures, elles, non. Donc, du coup, nous, c'est pareil, on appelle à quelque chose de par la base. C'est les syndiqués. Et là, nous, on a un peu peur, en fait, parce que depuis des années, et ça, c'est un peu la discussion qu'on avait eue hier, c'est que les syndicats, on a l'impression qu'ils sont en alliance avec le gouvernement. Et là, on ne veut surtout pas, par exemple, que la CGT, en tout cas la strate supérieure, la direction, vienne et s'empare du débat, parce qu'après, eux, ils vont aller faire des concessions avec l'État. Parce qu'ils rentrent dans des négociations, ils signent des accords, et en fait, on est destitué de notre propre mouvement à un moment donné, parce qu'ils vont s'accaparer le truc. Alors que si on met de côté la direction syndicale, et que c'est les syndiqués, et puis les salariés, en fait, de manière générale, s'emparent de la question de la grève, s'auto-organisent et montent leur grève à eux, et ben, c'est là où il y aura aussi un impact et où là, il y a une convergence qui est possible. Parce qu'elle est à la base, et c'est pas, je termine là, sur la direction syndicale qui s'empare du débat et qui fait des concessions avec le patronat et qui fait ça depuis des décennies. La grève aussi, c'est pareil, c'est comme la lutte, elle se construit. Nous, on a créé à Commercy là, une commission sur la question de la grève, parce qu'il y a aussi là, par exemple, moi je ne sais pas trop les modalités de la grève. Et on avait la question, c'est il y a des questions qui ressortent, c'est je suis pas syndiqué, est-ce que je peux faire grève? Donc il y a c'est tout ça en fait. Hein, donc on a une commission nous qui est mise en place pour réfléchir sur la question, et puis pareil il y aura un retour d'information, etc. Et nous on appelle à la grève et à s'auto-construire en fait. C'est pareil, c'est de se servir de l'outil syndical, mais que les gens se saisissent à la base. C'est ça qui est vraiment important. Et on est en train de réfléchir à la question, en fait, c'est solidaire. Il faudrait que ça soit une grève solidaire, parce qu'il y a la question de financière, et donc il faudrait une caisse solidaire, une caisse peut-être nationale. C'est à réfléchir tous ensemble. Mais s'il y a une grève, doit y avoir, ça sera forcément une grève solidaire, parce que sinon on n'arrivera pas à la tenir et elle n'aura pas de but, en fait. Enfin, l'objectif sera compliqué à atteindre. Au départ, on était tous sortis comme ça spontanément. Et puis, il y a eu le rapport de force qui s'est installé tout de suite. Là, ça fait 2 mois, on est toujours dehors, mais il y a quand même une répression assez impressionnante. On est bougé de nos points de rencontre et justement d'organisation, qui étaient les ronds-points avec les cabanes, etc. Ils essayent de nous enlever ça. C'est pour ça que, du coup, comme tu disais, on appelle à des assemblées et à la construction soit de cabanes sur des terrains privés ou des maisons du peuple, voilà, pour s'inscrire dans la durée, parce qu'on ne sait pas vers quoi le mouvement il va aboutir. Mais ce qu'on veut, nous, c'est pas lâcher on va pas lâcher l'affaire. Donc, dans cette vision-là de ne pas lâcher, il faut se structurer. Donc, nous, c'était notre appel à l'Assemblée des Assemblées pour une coordination nationale. Mais au niveau local, il faut que chacun... Et il faut qu'au niveau local, chacun puisse se saisir et s'organiser et avoir des points de rencontre, des points d'information populaire. Et puis, peut-être qu'en fait, on s'est trompé au départ en disant en 2 mois, ça va être réglé, on va sortir dehors et puis on aura ce qu'on veut. Bah, peut-être que ça va prendre 1, 2, 3 ou 4 ans. Mais en tout cas, moi, c'est mon avis personnel, je pense qu'on prendra le temps de prendre le temps.